Et si un simple retour dans votre ville natale réveillait les blessures les plus profondes de votre passé? En 1923, à Reims, un riche industriel parisien assiste à l'enterrement de sa mère. Mais ce jour-là, dans un coin du cimetière, un enfant pauvre, pieds nus malgré le froid, change à jamais le cours de son destin. Un détail presque invisible sur une photo prise à ce moment précis allait révéler un secret de famille étouffé depuis la Grande Guerre. Et aujourd'hui, vous allez découvrir toute cette histoire dramatique inspirée de faits réels historiques. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à partager ces histoires avec plus de monde et à garder vivante la mémoire de notre passé commun. Cette photo a changé 3 vies. Elle fut prise le 15 mars 1923 dans le cimetière Saint-Rémy de Reims par Henri Delaunay, photographe itinérant qui gagnait sa vie en immortalisant les derniers adieux. Mais ce jour-là, son objectif captura bien plus qu'un enterrement. Il captura le moment exact où un homme brisé par la guerre rencontra l'enfant qui lui rendrait son humanité. Si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi Édouard Marceau, millionnaire parisien qui avait juré de ne jamais revenir à Reims, finit par donner son nom et sa fortune à un petit mendiant de 7 ans qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'homme sur la photo s'appelle Édouard Marceau, 42 ans, costume de chez Charvet, chaussures Loeb, montre Vacheron Constantin. Un homme qui possédait 3 immeubles boulevard Haussmann et des parts dans le Crédit Lyonnais. Un homme qui n'avait pas versé une larme depuis le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice. Pas même aujourd'hui, devant le cercueil de sa propre mère. Les registres paroissiaux de Reims confirment qu'Édouard était le seul membre de la famille présent ce jour-là. Le seul qui restait. Voyez-vous, Édouard Marceau n'était pas né millionnaire. Il était né dans les caves de champagne de Reims, fils d'un négociant en vin ruiné par les bombardements allemands. Mais ce n'est pas la pauvreté qui l'avait chassé de cette ville. C'est le souvenir de son frère aîné, Antoine, fusillé le 15 mars 1918 contre le mur de l'église Saint-Jacques. L'éclaireur de l'Est avait publié la nouvelle en première page, « Exécution d'un traître. Antoine Marceau paie le prix de sa collaboration avec l'ennemi ». Sauf qu'Antoine n'avait jamais collaboré. Il avait simplement refusé de dénoncer une famille juive cachée dans sa cave. Mais en 1918, dans une France déchirée par 4 ans de guerre, refuser d'obéir, c'était trahir. Ce que personne ne savait ce jour-là au cimetière, c'est qu'Édouard portait dans sa poche une flasque de cognac Hennessy. Pas n'importe quel cognac. Le même que son frère Antoine lui avait offert pour ses 18 ans en 1899. Édouard buvait une gorgée chaque soir depuis 5 ans, sans jamais réussir à dormir plus de 3 heures d'affilée. Les médecins de l'Hôtel-Dieu appelaient ça la névrose des tranchées. Édouard, lui, appelait ça survivre quand on aurait préféré mourir. Mais regardez attentivement cette photo. Dans le coin droit, presque invisible, un détail que Henri Delaunay lui-même n'avait pas remarqué en prenant le cliché. Sur la tombe voisine, celle de Marie-Jeanne Lefebvre, morte de tuberculose 2 semaines plus tôt selon les archives départementales de la Marne, un petit garçon est assis. 7 ans à peine, pieds nus malgré le froid de mars, vêtements en lambeaux. Il regarde directement l'objectif, comme s'il avait deviné que cette photo changerait son destin. Ce garçon, c'est Mathieu. Pas de nom de famille dans les registres. Juste Mathieu, fils de Marie-Jeanne, père inconnu. Un enfant qui dormait dans les ruines de la cathédrale bombardée, qui mangeait de la terre mélangée à de l'eau quand la faim devenait insupportable, qui avait vu sa mère cracher du sang pendant 3 mois avant de mourir dans ses bras. Un enfant avec une particularité étrange. Il bégayait terriblement quand il parlait, mais quand il chantait, sa voix était claire comme le cristal. Édouard allait partir. Le fossoyeur venait de jeter la dernière pelletée de terre sur le cercueil de sa mère. C'est alors qu'il entendit une mélodie. Faible, presque imperceptible. Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon. La chanson s'arrêta net dans sa gorge. Cette chanson, c'était celle qu'Antoine chantait dans les tranchées de Verdun. Celle qu'il fredonnait le matin de son exécution, selon le rapport du capitaine Dubois conservé aux archives militaires de Vincennes.
Édouard se retourna lentement. Ses mains, qui tremblaient en permanence depuis son retour du front, se figèrent pour la première fois en 5 ans. Le petit garçon sur la tombe voisine le regardait, terrorisé. Il avait arrêté de chanter. « Qui t'a appris cette chanson ?» demanda Édouard en s'approchant. Sa voix était rauque, comme rouillée par des années de silence. « Maman, bégaya l'enfant en reculant. Édouard s'agenouilla devant la tombe de Marie-Jeanne Lefebvre. Le nom ne lui disait rien. Mais quand le vieux fossoyeur s'approcha et murmura « C'était la fille du boulanger », celle qui disparaissait certaines nuits en 1918, quelque chose se brisa dans la poitrine d'Édouard. 1918, l'année où Antoine se cachait, l'année où il avait disparu pendant 3 semaines avant d'être capturé. Elle avait un amoureux, continua le fossoyeur, un résistant qu'on a fusillé. Elle n'a jamais dit son nom, même quand les Allemands l'ont interrogé. Les jambes d'Édouard cédèrent. Il tomba à genoux dans la boue du cimetière, son costume à 800 francs souillé, ses mains agrippant la terre froide. Pour la première fois depuis l'armistice, une larme coula sur sa joue, puis une autre, et une autre, parce qu'il venait de comprendre. Ce petit garçon affamé qui chantait sur une tombe, c'était le fils d'Antoine, son neveu, la seule chose qui restait de son frère, et il était là, à 3 mètres de lui en train de mourir de faim. Henri Delaunay, le photographe, captura cet instant précis, le moment où Édouard Marceau, l'homme qui avait juré de ne jamais revenir à Reims, qui avait renié sa famille et son passé, s'effondrait devant un enfant de 7 ans. Le moment où la haine céda place à quelque chose de plus fort. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, il faut remonter 6 mois plus tôt, quand Édouard vivait encore dans l'illusion que l'argent pouvait acheter l'oubli. Septembre 1922, 6 mois avant la photo. Boulevard Haussmann, 8e arrondissement de Paris. Édouard Marceau se réveillait en hurlant le nom d'Antoine pour la 1000e fois. 3 heures du matin. Toujours 3 heures du matin. L'heure exacte où son frère avait été fusillé selon le rapport d'exécution qu'il gardait dans le coffre-fort de son bureau. Sa femme, Marguerite, avait quitté la chambre conjugale depuis 2 ans. Elle dormait désormais dans l'aile ouest de leur appartement de 400 mètres carrés. Les domestiques avaient ordre de ne jamais mentionner les cris nocturnes. Édouard se leva, traversa le salon aux moulures dorées, et se servit un verre de champagne Krug, millésime 1911. Le même champagne que sa famille produisait avant la guerre, avant que les obus allemands ne transforment leurs caves séculaires en cratères, avant qu'Antoine ne soit accusé de trahison, avant que tout s'effondre. Il but d'un trait, puis un autre. C'était sa routine. Champagne jusqu'à l'engourdissement, travail jusqu'à l'épuisement, argent jusqu'à l'écœurement. Les registres du Crédit Lyonnais attestent qu'Édouard Marceau était devenu l'un des banquiers les plus redoutables de Paris. Impitoyable dans les affaires, glacial dans les négociations. Il avait fait fortune en rachetant des propriétés détruites par la guerre pour une bouchée de pain, puis en les revendant au décuple lors de la reconstruction. Certains l'appelaient un visionnaire, d'autres un charognard. Lui s'en fichait. L'argent était sa morphine, son opium, sa seule façon de ne pas penser. Mais cette nuit de septembre 1922, le téléphone sonna. Un télégramme urgent de Reims. Sa mère était mourante. Édouard froissa le papier et le jeta au feu. Il n'irait pas. Il l'avait juré devant témoins le jour où il avait quitté Reims. Plus jamais il ne remettrait les pieds dans cette ville maudite. Marguerite le trouva au matin, effondré sur le tapis perçant, la bouteille vide à ses côtés. « Ta mère se meurt », dit-elle simplement. « Qu'elle crève », répondit-il. Marguerite le gifla. Fort. « Tu n'es plus un homme, Édouard. Tu es devenu un cadavre qui respire. » Elle partit le lendemain. Les papiers du divorce arrivèrent 1 semaine plus tard, déposés par Maître Bonnard, le meilleur avocat de Paris. Édouard signa sans lire. Il donna à Marguerite la moitié de sa fortune, 2 millions de francs selon les documents notariés conservés aux archives nationales. Elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait récupérer l'homme qu'elle avait épousé en 1914, celui qui riait, qui dansait, qui rêvait d'enfants. Cet homme était mort dans les tranchées de la Somme, et elle était fatiguée d'être mariée à son fantôme.
Pendant ce temps, à 300 kilomètres de là, dans les ruines de Reims, un petit garçon de 7 ans se battait pour survivre. Mathieu dormait dans la crypte de la cathédrale bombardée, celle où les pierres gothiques formaient encore un semblant d'abri. Sa mère, Marie-Jeanne, crachait du sang depuis des semaines. La tuberculose, disaient les sœurs de l'hospice, mais elle ne pouvait rien faire. Pas de lit disponible, pas de médicaments. La guerre avait tout pris. Marie-Jeanne Lefebvre était belle autrefois. Les photos de famille conservées à la bibliothèque municipale de Reims le montrent. Une jeune femme aux yeux clairs, au sourire lumineux. Fille unique du boulanger de la rue du Temple, promise à Gaston Mercier, le fils du notaire. Mais en février 1918, elle avait rencontré Antoine Marceau. Il se cachait dans le grenier de la boulangerie, recherché pour avoir refusé de livrer une famille juive aux autorités. 3 semaines. Ils avaient eu 3 semaines ensemble, avant qu'un voisin ne le dénonce pour 50 francs. Le prix fixé par les autorités selon les archives municipales. Marie-Jeanne n'avait jamais révélé leur liaison. Pas même quand les soldats l'avaient interrogée. Pas même quand son père l'avait chassée de la maison en découvrant sa grossesse. Elle avait accouché seule, dans une grange abandonnée, le 12 décembre 1918, 1 mois après l'armistice. Elle avait appelé l'enfant Mathieu, comme le saint patron des banquiers. Une ironie amère puisqu'il n'aurait jamais d'argent. Mathieu avait grandi dans la misère la plus absolue. Les rapports de l'assistance publique, retrouvés en 1987, décrivent un enfant maigre, souvent battu par les autres gamins des rues, qui bégayait si fort qu'on le croyait simple d'esprit. Mais quand il chantait, c'était différent. Sa voix pure montait dans les ruines de la cathédrale, et les passants s'arrêtaient parfois pour écouter. Certains jetaient une pièce, d'autres détournaient le regard, gênés par ce rappel vivant de la misère d'après-guerre. Mars 1923 arriva comme un coup de poignard. Marie-Jeanne agonisait. Elle appelait Antoine dans son délire, révélant enfin le secret qu'elle avait gardé 5 ans. Le père Thomas, qui lui donnait les derniers sacrements, nota ces paroles dans le registre paroissial. Dis-lui que son père était un héros, pas un traître. Dis-lui qu'Antoine Marceau était l'homme le plus courageux que j'ai connu. Elle mourut le 2 mars à 4 heures du matin, tenant la main de Mathieu qui chantait doucement « Auprès de ma blonde », la seule chanson que sa mère lui avait apprise. Édouard reçut le télégramme annonçant la mort de sa mère, le 13 mars. Cette fois, il ne put l'ignorer. Les notaires exigeaient sa présence pour l'héritage. Une formalité, puisqu'il était le seul héritier vivant. Il prit le train de nuit. Première classe, compartiment privé. Il but une bouteille entière de cognac pendant le trajet, essayant de noyer les souvenirs qui remontaient à chaque kilomètre. Reims apparut à l'aube, ville fantôme aux 3/4 détruite. La cathédrale n'était plus qu'un squelette de pierre noircie. L'enterrement était prévu pour 15 heures. Édouard arriva en avance au cimetière Saint-Rémy. Il voulait en finir au plus vite, signer les papiers, repartir. Ne pas regarder, ne pas se souvenir, ne pas ressentir. Mais en traversant les allées, il vit une petite silhouette assise sur une tombe fraîche. Un gamin en haillons qui se balançait d'avant en arrière en murmurant quelque chose. Plus Édouard approchait, plus son cœur se serrait. Parce que ce n'était pas un murmure. C'était une chanson. Une chanson qu'il connaissait par cœur. Le cimetière Saint-Rémy était silencieux ce 15 mars 1923. 15 heures approchaient. Les fossoyeurs avaient creusé la fosse le matin même, leurs pelles cognant contre la terre gelée de mars. Édouard se tenait là, raide comme une statue de marbre, regardant le petit garçon sur la tombe voisine. La chanson s'était tue. L'enfant le fixait avec des yeux immenses, des yeux verts, les yeux d'Antoine. « Comment tu t'appelles » demanda Édouard en s'approchant lentement comme on approche un animal blessé. « Mathieu, monsieur » bégaya l'enfant en reculant. Il serrait dans sa main droite une croûte de pain noir, dure comme de la pierre. Sa main gauche tremblait. Édouard reconnut ce tremblement. C'était le même que le sien, le tremblement de ceux qui ont vu trop de morts trop jeunes. Le corbillard arriva, tiré par 2 chevaux noirs. Le cercueil de chêne descendit lentement dans la fosse. Édouard ne bougeait pas, ne priait pas.
Le père Thomas récitait les prières latines d'une voix monocorde. Mais Édouard n'écoutait pas. Il regardait Mathieu qui s'était rapproché, attiré par la cérémonie. L'enfant avait les pieds nus, bleus de froid. Des cicatrices couraient le long de ses bras maigres. Les marques d'un fouet, comprit Édouard avec un haut le cœur. « C'est qui, la dame » demanda Mathieu en montrant le cercueil. « Ma mère » répondit Édouard. L'enfant hocha la tête gravement. « La mienne aussi, elle est là » dit-il en montrant la tombe de Marie-Jeanne. Elle toussait du rouge, beaucoup de rouge, et puis elle s'est endormie. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, juste une acceptation terrible, celle des enfants qui ont appris trop tôt que la mort fait partie de la vie. C'est alors que le vieux père Thomas s'approcha. Il connaissait Édouard depuis l'enfance, l'avait baptisé, avait marié ses parents, avait béni Antoine avant son départ pour le front. « Il faut que je vous parle » murmura-t-il en jetant un regard vers Mathieu. « En privé. » Mais Édouard secoua la tête. Il était fatigué des secrets. « Parlez » ordonna-t-il. Le prêtre sortit une enveloppe jaunie de sa soutane. « Votre frère m'a confié ceci avant la fin. Il m'a fait jurer d'attendre le bon moment. » Les mains d'Édouard tremblaient si fort qu'il eut du mal à ouvrir l'enveloppe. L'écriture d'Antoine, reconnaissable entre mille. « Mon cher Édouard, si tu lis ces mots, c'est que je suis mort et que tu es revenu. Je ne suis pas un traître. J'ai aimé une femme, Marie-Jeanne Lefebvre. Si elle survit, aide-la. Si elle a un enfant, c'est le mien. C'est ton sang, notre sang, le sang des Marceau. Ne le laisse pas payer pour mes péchés. Antoine. » Édouard leva les yeux vers Mathieu. L'enfant grignotait sa croûte de pain, assis sur la terre fraîchement retournée de la tombe de sa mère. Des miettes tombaient sur ses genoux osseux. Il avait faim. Une faim qui creusait ses joues, qui faisait saillir ses côtes sous sa chemise déchirée. Une faim qui poussait un enfant de 7 ans à manger de la terre mélangée à de l'eau, comme l'avaient rapporté les sœurs de charité dans leur registre. « Monsieur Marceau !» intervint alors une voix. C'était Madame Dubois, l'épicière de la rue du Temple. Une femme au visage dur, aux mains rougies par le travail. « Ce gamin, c'est un voleur. Il a pris du pain dans ma boutique pas plus tard qu'hier. J'ai dû le chasser à coups de balai. Si vous voulez mon avis, il finira comme son père, au bout d'une corde ou d'un fusil. » Le sang d'Édouard ne fit qu'un tour. Il se tourna vers la femme, et quelque chose dans son regard la fit reculer. « Son père était mon frère, » dit-il d'une voix si froide que même les fossoyeurs s'arrêtèrent de pelleter. « Et si jamais vous touchez encore à cet enfant, je rachète votre boutique et je la rase. Est-ce clair ?» Madame Dubois devint livide et s'éloigna en murmurant des excuses. Mathieu avait tout entendu. Il regardait Édouard avec un mélange de peur et d'espoir. « Vous êtes mon tonton, bégaya-t-il. Édouard s'agenouilla devant lui. Pour la première fois depuis 5 ans, il n'eut pas besoin d'alcool pour parler. « Oui, dit-il simplement, je suis ton oncle, et tu ne mangeras plus jamais de terre. Jamais. » Mais l'enfant secoua la tête violemment. « Non, 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 papa était un traître. Tout le monde le dit. Je veux pas être le fils d'un traître. » Il se leva d'un bond et commença à courir. Édouard le rattrapa facilement. L'enfant se débattait, griffait, mordait. Une rage animale, primitive. La rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. « Écoute-moi, » dit Édouard en le tenant fermement mais doucement. « Ton père n'était pas un traître. Il a sauvé une famille entière. 3 enfants, leurs parents, leurs grands-parents. 7 personnes qui vivent aujourd'hui grâce à lui. J'ai leurs lettres. Ils vivent en Amérique maintenant. Il s'appelle Goldberg. Le plus jeune à ton âge. Il s'appelle David. Ton père est mort pour que David puisse vivre. » Mathieu cessa de se débattre. « Pourquoi on dit qu'il était méchant alors ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Parce que parfois, » répondit Édouard en essuyant une larme qu'il ne savait pas avoir versée, « les héros ressemblent à des traîtres, et les traîtres ressemblent à des héros. Ton père était un héros, le plus courageux que j'ai connu. » C'est à ce moment qu'Henri Delaunay, le photographe, arriva. Il avait été engagé par la mairie pour documenter les enterrements, une pratique courante pour les archives municipales. Il installa son appareil sur trépied,
Un Graflex Speed graphique, le meilleur de l'époque. Monsieur Marceau, si vous voulez bien vous placer devant la tombe pour la photographie officielle. Édouard se positionna, le dos raide, le visage fermé. Mathieu était resté sur la tombe de sa mère à 3 mètres de là. Le photographe régla son objectif. « Ne bougez plus », dit-il. C'est alors que Mathieu se remit à chanter, doucement, auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Sa voix pure montait dans l'air froid de mars. Édouard se figea. Une larme, puis 2, puis un torrent. Pour la première fois depuis 1918, Édouard Marceau pleurait vraiment. Pas de l'alcool, pas de la fatigue. Des vraies larmes, chaudes, salées, libératrices. Le photographe appuya sur le déclencheur. Le magnésium explosa dans un éclair blanc. La photo était prise. « J'ai faim, monsieur », murmura Mathieu quand l'éclair se dissipa. Ces 3 mots brisèrent ce qui restait des défenses d'Édouard. Il retira son manteau de laine, un Burberry qui valait le salaire annuel d'un ouvrier, et en enveloppa l'enfant. « Tu n'auras plus jamais faim », promit-il. « Plus jamais. » Mais Mathieu avait déjà connu trop de promesses brisées. « Même demain ?» demanda-t-il avec méfiance. « Même demain », confirma Édouard. « Et après-demain ?» insista l'enfant. « Toujours », répondit Édouard. Et pour la première fois de sa vie, il savait qu'il disait vrai. Parce que sauver cet enfant, c'était sauver la mémoire d'Antoine. C'était se sauver lui-même. Le Grand Hôtel de la Paix était le seul établissement de luxe encore debout à Reims. Édouard y avait réservé une suite, par habitude plus que par nécessité. Quand il entra dans le hall avec Mathieu dans les bras, enveloppé dans son manteau, le réceptionniste faillit appeler la police. Un millionnaire parisien avec un petit mendiant crasseux, c'était suspect. Mais Édouard posa 5 billets de 100 francs sur le comptoir. « Faites monter un repas complet, pour 2, et des vêtements pour l'enfant. Taille 7 ans. Immédiatement. » La suite était somptueuse. Meubles empire, miroirs dorés, vue sur les ruines de la cathédrale. Mathieu n'avait jamais vu tant de richesse. Il restait près de la porte comme prêt à fuir. « C'est un château ?» demanda-t-il, émerveillé. « Non », répondit Édouard en s'agenouillant à sa hauteur. « C'est juste un endroit pour dormir. Demain, nous partirons pour Paris. Tu auras ta propre chambre dans ma maison. » « Pourquoi vous faites ça ?» La question était directe, brutale. Les enfants de la rue ne croient pas au miracle. « Parce que tu es mon neveu, le fils de mon frère. Ma famille. » Mathieu secoua la tête. « La famille, ça existe pas. Maman disait que c'était des histoires pour les riches. » Édouard sentit son cœur se serrer. « Ta maman se trompait. La famille, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. » On frappa à la porte. 2 serveurs entrèrent avec des plateaux couverts. Poulet rôti, pommes de terre, haricots verts, pain blanc, tarte aux pommes. L'odeur envahit la pièce. Mathieu se mit à trembler. Pas de peur, de désir. Un désir animal, incontrôlable. Il se jeta sur la nourriture, déchirant le poulet avec ses mains, enfournant les pommes de terre entières dans sa bouche. « Doucement », dit Édouard. Mais c'était trop tard. L'estomac de Mathieu, habitué à la famine, ne supporta pas. L'enfant vomit tout sur le tapis perçant. Il recula terrorisé, les mains devant le visage. « Pardon, 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 frappez pas, je nettoie, je nettoie !» Il tomba à genoux, essayant de ramasser son vomi avec ses mains nues. Édouard eut un haut le cœur, mais pas de dégoût. De rage. Rage contre ceux qui avaient battu cet enfant au point qu'il s'attendait à être frappé pour avoir été malade. Il prit doucement les mains de Mathieu, les essuya avec sa pochette de soie. « On ne frappe pas les enfants chez moi, jamais. Tu comprends ? Jamais. » Il appela la réception, demanda qu'on nettoie et qu'on apporte du bouillon de poule. « Cette fois, on va y aller lentement. Une cuillère à la fois, d'accord ?» Mathieu hocha la tête. Il but le bouillon par petites gorgées, ses yeux ne quittant pas Édouard, comme s'il craignait que tout disparaisse s'il clignait des yeux. « Parlez-moi de papa », demanda soudain Mathieu. Édouard s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Par où commencer ? Comment raconter Antoine à son fils ?
Ton père avait les mêmes yeux que toi, verts comme les vignes en été. Il riait tout le temps, même quand il n'y avait rien de drôle. Il disait que rire, c'était sa façon de résister à la tristesse du monde. Il était courageux, demanda Mathieu. Le plus courageux, confirma Édouard. Un jour, pendant la bataille de Verdun, notre tranchée a été bombardée. J'étais enseveli sous la terre, je ne pouvais plus respirer. Ton père a creusé avec ses mains nues pendant 1 heure pour me sortir. Ses ongles étaient arrachés, ses doigts en sang. Mais il n'a pas abandonné. Il m'a sauvé la vie. Mathieu écoutait, fasciné. Personne ne lui avait jamais parlé de son père autrement que comme d'un traître. Pourquoi ils l'ont tué alors? Édouard prit une profonde inspiration. Comment expliquer l'injustice à un enfant qui la vivait tous les jours? Parce que parfois, faire le bien, c'est désobéir aux mauvaises lois. Ton père a choisi de sauver des innocents plutôt que d'obéir. Ça lui a coûté la vie. Mais les Goldberg, la famille qui l'a sauvé, ils vivent. Leurs enfants grandiront, auront des enfants à leur tour. Grâce à ton père, des dizaines de personnes vivront. Tu comprends? L'enfant hocha la tête lentement. Maman disait qu'il chantait. Un sourire, le premier vrai sourire d'Édouard depuis des années. Oh oui, il chantait. Tout le temps. Dans les tranchées, ça rendait les officiers fous. Mais les soldats adoraient. Ça leur rappelait qu'ils étaient encore humains. Il chantait auprès de ma blonde en montant à l'assaut. Les Allemands arrêtaient parfois de tirer pour l'écouter. C'est vrai? Les yeux de Mathieu brillaient. C'est vrai, j'étais là, je l'ai vu. Ton père avait une voix qui pouvait faire pleurer les pierres et rire les morts, comme toi. Mathieu rougit. Je bégaye quand je parle. Mais pas quand tu chantes, observa Édouard. Non, admit l'enfant. Quand je chante, les mots sortent tout seuls. On frappa à nouveau. Les vêtements étaient arrivés. Chemise blanche, pantalon de laine, chaussures de cuir, manteau chaud. Édouard aida Mathieu à se déshabiller. Le corps de l'enfant était une carte de souffrance. Côtes saillantes, ventre gonflé par la malnutrition, dos strié de cicatrices. « Qui t'a fait ça ?» demanda Édouard, la voix dangereusement calme. « Monsieur Grimaud. » Il disait que j'étais le fils d'un traître et que je méritais d'être puni. Il me frappait avec sa ceinture. Maman pouvait pas l'empêcher. Elle était trop malade. Les poings d'Édouard se serrèrent. Grimaud. Il connaissait ce nom. L'ancien contremaître de leur domaine viticole. Un homme qui avait profité du chaos de la guerre pour s'enrichir sur le dos des plus faibles. « Il ne te touchera plus jamais », promit Édouard. « Tu me le jures ?» demanda Mathieu. « Je te le jure sur la mémoire de ton père. » L'enfant sembla satisfait. Il enfila les vêtements neufs avec précaution, comme s'ils étaient en verre. « J'ai l'air de qui ?» demanda-t-il en se regardant dans le miroir. « Tu as l'air d'un marceau », répondit Édouard. « Tu as l'air de mon neveu. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Mathieu dormit dans un vrai lit. Mais vers 3 heures du matin, Édouard le trouva par terre, recroquevillé dans un coin. « Le lit est trop mou », expliqua l'enfant. « J'arrive pas à dormir. » Édouard comprenait. Lui aussi avait mis des mois à se réhabituer au lit après les tranchées. Il prit une couverture, s'allongea par terre à côté de Mathieu. « Alors on dort par terre, ensemble. »« Tonton ?» murmura Mathieu dans le noir. « Oui ? J'ai peur que tu partes, que je me réveille et que tu sois plus là. » Édouard chercha la main de l'enfant dans l'obscurité, la serra doucement. « Je suis là, je serai toujours là. »« Promis ? » ?»« Promis. » Et pour la première fois depuis la mort d'Antoine, Édouard dormit sans cauchemar. La petite main de Mathieu dans la sienne était comme une ancre qui le rattachait à la vie. Le train pour Paris quitta Reims à l'aube du 16 mars 1923. Édouard avait acheté un compartiment entier, première classe. Mathieu, dans ses habits neufs, ressemblait à n'importe quel enfant de bonne famille. Sauf pour ses yeux. Ses yeux avaient vu trop de choses. Quand le contrôleur vérifia les billets, Mathieu se cacha derrière Édouard, par réflexe. « C'est mon neveu », expliqua Édouard avec une fierté qu'il ne se connaissait pas. « Il vient vivre avec moi à Paris. » L'arrivée boulevard Haussmann fut un choc.
L'appartement d'Édouard occupait tout le 3e étage d'un immeuble haussmannien. 400 mètres carrés de marbre et de dorure. Mathieu resta figé dans l'entrée. C'est vraiment ta maison? Notre maison, corrigea Édouard. C'est notre maison maintenant. Madame Durand, la gouvernante, faillit s'évanouir en voyant Édouard revenir avec un enfant. Elle travaillait pour lui depuis 10 ans et ne l'avait jamais vu montrer la moindre émotion. Madame Durand, voici Mathieu, mon neveu. Il vivra ici désormais. Préparez la chambre bleue. Et trouvez-moi le meilleur précepteur de Paris. Il commence lundi. Les premières semaines furent difficiles. Mathieu continuait à cacher de la nourriture sous son lit, par peur de manquer. Il se réveillait en hurlant, appelant sa mère. Il refusait de dormir dans son lit, préférant le sol. Édouard ne le forçait pas. Il avait appris la patience dans les tranchées. Chaque soir, il s'asseyait par terre à côté de lui et lui racontait des histoires d'Antoine. Le précepteur, Monsieur Laroche, fut découragé dès le premier jour. Cet enfant ne sait ni lire ni écrire. Il bégaye terriblement. Je ne peux rien faire. Édouard le congédia sur le champ. Le deuxième abandonna après 3 jours. Le troisième dura 1 semaine. Ce fut le 4e, un jeune homme nommé Pierre Rousseau, ancien instituteur gazé à Ypres, qui fit la différence. Ton neveu ne bégaye pas quand il chante, observa-t-il après sa première leçon. Alors apprenons-lui à lire en chantant. C'était révolutionnaire pour l'époque, mais ça fonctionna. En 3 mois, Mathieu savait lire. En 6 mois, il écrivait. Sa soif d'apprendre était insatiable. Il dévorait les livres comme il avait dévoré la nourriture ce premier soir à l'hôtel. Un jour de juin 1923, Édouard trouva Mathieu en train de dessiner dans le salon. Des portraits d'une précision saisissante. Sa mère sur son lit de mort, Antoine en uniforme, reconstitué d'après les descriptions d'Édouard, la cathédrale de Reims avant et après les bombardements. « Où as-tu appris » demanda Édouard, stupéfait. « Nulle part » répondit Mathieu. « Les images sont dans ma tête, je les mets juste sur le papier. » Édouard engagea le meilleur professeur de dessin de l'école des beaux-arts. En quelques mois, le talent de Mathieu explosa. Mais ce qui bouleversa vraiment Édouard, ce fut le jour où Mathieu lui offrit son premier cadeau. Un portrait de lui et Antoine, enfant, jouant dans les vignes. « Comment tu sais à quoi on ressemblait » demanda Édouard, la gorge serrée. « Je sais pas » répondit Mathieu. « Je vous vois dans mes rêves. » L'adoption officielle eut lieu le 23 septembre 1923. Les documents du tribunal de la Seine confirment que Mathieu devint légalement Mathieu Marceau ce jour-là. Dans la salle d'audience, Édouard remarqua un vieil homme au fond. C'était Grimaud, l'homme qui avait battu Mathieu. Il s'approcha d'Édouard à la sortie. « Vous faites une erreur, ce gamin a du mauvais sang. » Édouard le regarda droit dans les yeux. « J'ai racheté votre maison ce matin. Vous avez 1 semaine pour partir. Si jamais vous approchez de mon fils, je vous détruirai. » Il avait dit « mon fils » sans réfléchir. Grimaud pâlit et disparut. Noël 1923 fut le premier vrai Noël de Mathieu. Édouard avait fait installer un sapin immense dans le salon. Des dizaines de cadeaux attendaient en dessous. Mais le plus beau cadeau, ce fut quand Mathieu, pour la première fois, l'appela papa au lieu de tonton. « Je peux » avait-il demandé, hésitant. Édouard avait pleuré. Les domestiques n'en revenaient pas. Leur maître de glace pleurait de joie. En février 1924, presque 1 an après leur rencontre, ils retournèrent à Reims. Pas par obligation cette fois, mais par choix. Ils allèrent sur les tombes. Celle de la grand-mère, celle de Marie-Jeanne, et enfin, celle d'Antoine. Édouard avait fait ériger une nouvelle pierre tombale. Antoine Marceau, 1895-1918. Frère, père, héros. Mathieu posa un bouquet de myosotis sur chaque tombe. « Papa aurait été fier de nous », dit-il. Il ne bégayait plus du tout maintenant. La thérapie par le chant avait miraculeusement guéri son trouble. « Oui », répondit Édouard. Il aurait été fier. De retour à Paris, la vie prit un nouveau rythme. Mathieu excellait dans ses études. Son don pour le dessin se doublait d'une intelligence aiguë et d'un sens aigu de la justice. « Je veux devenir avocat », annonça-t-il un jour.
pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Édouard sourit. Comme ton père. Comme mon père, confirma Mathieu. Les années passèrent. Mathieu grandit, devint un jeune homme brillant. Il fut reçu premier au barreau de Paris en 1941, à 25 ans. Mais au lieu de rejoindre un cabinet prestigieux, il ouvrit son propre bureau et se spécialisa dans la défense des petits viticulteurs de Champagne contre les grandes maisons. Il gagnait peu, mais dormait bien. Édouard mourut paisiblement dans son sommeil le 3 juin 1954, à 73 ans. Mathieu était à ses côtés. Les derniers mots d'Édouard furent « Dis à Antoine que j'ai tenu ma promesse. J'ai pris soin de son fils. » Mathieu lui ferma les yeux en murmurant « Il le sait, papa. Il l'a toujours su. » La photo de Henri Delaunay fut retrouvée en 1970 dans les archives de la bibliothèque municipale de Reims. Un journaliste local écrivit un article qui fit le tour de France. L'image de ce millionnaire en deuil et de ce petit orphan assis sur une tombe devint le symbole d'une époque où la guerre avait séparé les familles, mais où l'amour pouvait encore les réunir. Mathieu, alors âgé de 54 ans, fut interviewé. Cette photo, dit-il en la tenant avec précaution, capture le moment où deux âmes brisées se sont trouvées. Mon oncle m'a donné plus qu'un nom et une fortune. Il m'a donné le droit d'exister, de rêver, d'espérer. Il m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les coffres des banques, mais dans les liens qu'on tisse avec ceux qu'on aime. Il marqua une pause, regardant le portrait d'Édouard accroché au mur de son bureau. Ce jour-là, au cimetière, mon oncle n'est pas juste revenu à Reims, il est revenu à la vie. Et moi, j'ai trouvé plus qu'un oncle. J'ai trouvé un père. Le destin nous avait pris nos familles respectives. Mais ensemble, nous en avons créé une nouvelle. Aujourd'hui, en 1998, Mathieu Marceau a 82 ans. Il vit toujours boulevard Haussmann dans l'appartement qu'Édouard lui a légué. Sur la cheminée du salon trône la photo du cimetière, dans un cadre d'argent. À côté, une autre photo. Édouard et Mathieu le jour de l'adoption souriant. Le manteau Burberry qu'Édouard lui avait donné ce jour de mars 1923 est soigneusement conservé dans une armoire, rapiécé, usé, mais intact. Quand on lui demande pourquoi il continue, à son âge, à défendre gratuitement les petits viticulteurs, sa réponse est toujours la même. Mon oncle m'a montré qu'un homme riche qui garde son argent pour lui est plus pauvre qu'un mendiant qui partage son pain. La vraie fortune, c'est de pouvoir tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, comme il l'a fait pour moi. L'histoire d'Édouard et Mathieu nous enseigne que parfois, c'est en sauvant les autres qu'on se sauve soi-même. Que l'amour peut naître des cendres du désespoir. Que la famille ne se limite pas au sang, mais se construit dans le choix quotidien d'aimer, de protéger, de croire en l'autre. Cette photo, prise il y a 75 ans dans un cimetière de Reims, n'est pas seulement le témoignage d'une époque. C'est la preuve que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut triompher. Que là où la guerre sépare, l'amour réunit. Et que parfois, il suffit d'un enfant qui chante sur une tombe pour rappeler à un homme qu'il a encore un cœur qui bat. En fin de compte, cette histoire fictionnelle dramatisée, inspirée de faits réels, nous rappelle qu'il n'existe pas de plus grande richesse que celle que l'on construit dans les liens humains. Sauver un enfant, c'est parfois se sauver soi-même. Là où la guerre détruit, l'amour et la mémoire reconstruisent. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous inspire sur la famille choisie et le poids des secrets? Avez-vous déjà connu des histoires où la confiance a transformé des vies? Quelles leçons retenez-vous sur le pardon et la justice dans vos propres familles? Écrivez le mot espoir dans les commentaires pour nous montrer que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire de vos anciens, de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, une histoire qui pourrait inspirer de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi ce récit avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche, partagez-la, commentez et cliquez sur la carte de fin pour découvrir d'autres histoires aussi fortes que celle-ci.